This is SSN. Story Studio Network. The Most Painful Podcast vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Il permet d'informer les vétérans, leurs familles, les soignants, chercheurs et médecins sur la douleur chronique et en propose les différentes solutions. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la première saison d'une série de balado-diffusion en français présentée par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Je suis votre hôte, Luc J. Hébert. Je suis directeur des partenariats stratégiques et président du conseil scientifique consultatif pour le Centre. Pour commencer cette première saison, je me disais que ce serait intéressant d'inviter quelqu'un qui connaît bien la douleur d'un point de vue clinique et qui pourrait nous suggérer des façons non pharmacologiques de la traiter. Alors aujourd'hui, on va discuter de l'importance de la réadaptation et de la physiothérapie dans la prise en charge de la douleur et surtout comment chaque personne peut essayer de minimiser les impacts de cette douleur-là dans leur quotidien. Alors pour cette première émission de la saison 1, j'accueille Nathan Hogarth, physiothérapeute, qui est actuellement étudiant gradué au doctorat à l'Université McGill à Montréal. Alors Nathan, bienvenue à notre émission. Je suis très content que tu sois parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Bon, alors écoute, pour les bénéfices de nos éditeurs, Nathan, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner une petite idée de ton parcours qui est quand même assez particulier? Oui, c'est ça. Donc moi, je viens de base de Belgique, donc c'est pour ça qu'il y a un petit accent. Puis je suis allé en Écosse pour faire mes études de physiothérapie, donc c'est là où j'ai fait mon bachelier et ma maîtrise. J'ai également travaillé un petit peu en gestion de douleurs chroniques là-bas. Et puis j'ai emménagé à Montréal en 2019 pour commencer mon doctorat à McGill, qui vise à améliorer comment les étudiants en physiothérapie apprennent à gérer la douleur à travers le Canada. Donc je suis partie d'une grosse équipe qui travaille là-dessus. Et c'est vraiment ça le thème central de mon doctorat. Alors, je comprends qu'évidemment, tu parles de douleurs chroniques, c'est tout à fait dans nos intérêts au Centre d'excellence. Alors, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu comment votre équipe de recherche, justement, travaille pour essayer d'améliorer les compétences des physiothérapeutes et des futurs physiothérapeutes pour justement mieux gérer la douleur et mieux aider les patients qui sont aux prises avec ce symptôme-là. Oui, bien sûr. Donc, pour contexte, le laboratoire où je travaille est dirigé par Dr. Timothy Whiteman, qui a fait une sorte de collaboration avec tous les éducateurs en gestion de la douleur en physiothérapie au Canada. Avec cette équipe, ils ont fait plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait justement des lacunes au niveau de l'éducation des physiothérapeutes par rapport à la gestion de la douleur, qu'il y avait des endroits où on pouvait faire mieux. Donc on s'est dit quelles seraient les étapes pour pouvoir réussir à résoudre ces lacunes et pouvoir améliorer les compétences des futurs physiothérapeutes. Donc on a commencé en faisant un profil de compétences, en se demandant quelles sont les compétences que les étudiants devraient avoir. Puis ensuite, on est en train de regarder à quel point les universités arrivent à montrer et à avoir ces compétences, à développer ces compétences chez les étudiants. Puis l'idée serait basée sur ces résultats, de pouvoir discuter des points spécifiques à travailler pour s'assurer que tous les étudiants, tous les futurs physiothérapeutes aient les compétences nécessaires pour pouvoir gérer la douleur chronique. OK, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de lacunes qui ont été identifiées puis comment justement on pourrait remédier à ces lacunes-là pour mieux traiter les gens qui ont de la douleur? Puis je pense évidemment à nos vétérans canadiens. Oui, il y a une des lacunes principales qui a été mesurée, c'était vraiment au niveau du temps dédié à développer les compétences. Et on sait que c'est pas une excellente mesure de savoir exactement à quel point ça permet de développer les compétences ou pas, mais le fait qu'il y ait des grosses variations en termes de temps consacré à ça, donc il y avait par exemple une différence de plus de 8 fois entre deux universités, donc 8 fois le temps différent, ça prouve clairement qu'il y a des différences à la manière dont les étudiants sont entraînés. Et quelque chose qu'on connaît de façon peut-être plus implicite, c'est que le fait que les compétences interpersonnelles ne sont pas vraiment développées au terme de la gestion de la douleur. Et on sait que ces compétences sont vraiment importantes dans la gestion de la douleur pour pouvoir permettre aux patients de se faire entendre, de se sentir validés, de travailler ensemble pour développer un traitement qui fonctionne. Toutes ces compétences-là, qui sont peut-être moins spécifiques au traitement, mais plus spécifiques à l'interaction humaine, on sait qu'on passe pas assez de temps en général là-dessus à les développer dans le cadre de la gestion de la douleur. OK, donc si je comprends bien, il faudrait faire en sorte que les cliniciens, en particulier les physiothérapeutes, puissent consacrer suffisamment de temps pour bien
bien entendre ce que les patients ont à dire concernant leur douleur, essayer de regarder toutes les dimensions. Et dans ce contexte-là, on avait discuté, toi et moi, d'un élément important dans les lacunes, c'était d'utiliser le mouvement et la physiothérapie. Oui. On sait que le mouvement a un impact important sur la perception de la douleur et souvent la réduction de l'intensité de la douleur. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de cet aspect-là qui est assez unique à la physiothérapie? Oui, c'est vraiment le point fort de la physiothérapie, vu qu'on est spécialisé dans tout ce qui est le mouvement et la fonction. C'est clairement un outil qu'on va souvent utiliser et qui est démontré encore et encore, qui est vraiment utile pour la gestion de la douleur. Ça permet de réduire la douleur, ça permet de faire plus, de retourner au travail, de retourner faire les choses qu'on aime. Le problème, c'est qu'en général, bouger, ça fait mal quand on a de la douleur chronique. Donc c'est vraiment une compétence particulière de pouvoir trouver les mouvements qui permettent de rétablir, de calmer le système, de pouvoir réintégrer le mouvement petit à petit pour rétablir la fonction. Donc c'est vraiment cette approche graduelle qui est difficile à installer, à implémenter et qui nécessite une compétence vraiment spécifique de reconnaissance, de trouver quel est le point sur lequel on peut se baser pour commencer, le niveau de base, et ensuite évoluer progressivement. Donc c'est vraiment utile et il faut le faire de manière à ce qu'on évite les exacerbations de douleur parce que premièrement c'est pas plaisant pour la personne qui vit avec de la douleur, mais on sait aussi que c'est pas utile d'aller tout le temps chercher ces exacerbations, ça va pas s'améliorer en faisant ça. Donc il faudrait trouver avec cette approche un niveau de base qui nous permet de commencer à bouger, de réintégrer le mouvement et puis augmenter graduellement pour que on puisse augmenter notre capacité à faire des mouvements sans avoir d'exacerbation de la douleur. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, Nathan, par rapport aux vétérans et aux militaires, parce que tu sais qu'eux ont une relation assez particulière avec la douleur. Souvent, on a ce mythe-là qui dit s'il n'y a pas de douleur, c'est que c'est pas efficace. Ouais. Alors, ce que tu nous dis, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire de bien sentir le niveau de douleur et d'ajuster les exercices en fonction de ce qu'ils perçoivent au niveau de l'intensité de la douleur. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ou comment on fait pour en arriver à gérer ça sur le plan individuel? C'est clairement un challenge et on le remarque aussi chez les athlètes de haut niveau qui ont l'habitude de pousser dans la douleur et on va essayer de se dépasser. Le problème avec la douleur chronique en général, c'est qu'il y a un système de douleur qui est vraiment devenu trop sensible. Il est hyper sensible, trop sensitif. Et ce qui fait que venir chercher tout le temps la douleur, ça va renforcer un peu ce système qui est un peu dans un cercle vicieux. Donc l'idée, ce serait de ne pas aller chercher cette douleur de façon constante. Ça peut sembler un peu frustrant ou peut-être l'impression qu'on n'avance pas assez au début, mais c'est avec un thérapeute pouvoir établir un quota, de se dire on va prendre une base sur laquelle on sait que ça ne fait pas d'exacerbation, d'avoir une sorte de chronomètre limite, si jamais c'est marcher pendant 10 minutes, marcher pendant 15 minutes, faire 5000 pas. On peut inventer des quotas en fonction de ce que la personne veut faire. Donc je t'ai donné la marche pour un exemple, mais ça pourrait être du vélo, ça pourrait être de la course, ça pourrait être autre chose. Mais vraiment essayer de s'y tenir pendant une semaine ou deux, voir l'évolution, et puis basé là-dessus, on peut ajuster en fonction. Et c'est vrai que c'est tentant d'essayer d'aller chercher la douleur pour se dire non, mais j'ai travaillé, je sens que maintenant que j'ai la douleur, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Mais la réalité, c'est que premièrement, c'est pas très utile. Et en général, ça renforce un peu ce cercle vicieux. Donc ça à éviter. OK. Et puis ça, je comprends que ça peut se faire à l'aide d'un certain coaching, peut-être au départ, mais ce que je comprends, c'est qu'on peut arriver ensuite à gérer ça nous-mêmes et à faire en sorte qu'on progresse nos exercices sans nécessairement avoir besoin de toujours consulter une fois qu'on a bien compris comment on peut adapter l'exercice qui nous intéresse. Oui, c'est sûr que c'est vraiment un des points vraiment centraux de la gestion de la douleur chronique. Comme toute condition qui est là depuis un bout de temps ou qui va rester potentiellement pour un bout de temps, c'est important d'aider les patients à développer des compétences d'autogestion pour qu'ils puissent vraiment gérer ça de façon individuelle et autonome, sans avoir à venir voir un physiothérapeute toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est ça qu'on aimerait éviter. On aimerait que d'ici quelques mois, le patient puisse vraiment vivre sa vie, que potentiellement tout ne soit pas résolu, mais qu'il ait accès aux compétences nécessaires pour adapter, modifier sa charge, pour qu'il puisse continuer à progresser. Nous, on reste bien sûr disponible si la personne a besoin d'aide, mais l'idée, c'est vraiment de développer cette autonomie chez le patient, de l'aider à développer ces compétences-là, afin de pouvoir vivre sa vie pleinement et pouvoir vraiment essayer de gérer sa douleur de façon autonome. Et ça, dans cette approche-là, je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu proposes, Nathan. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà
ou c'est quelque chose qu'on veut mettre sur pied, c'est-à-dire qu'on veut éventuellement peut-être rencontrer des physiothérapeutes dans les cliniques et s'assurer qu'on utilise cette approche-là, ou c'est quelque chose qui se fait déjà dans certaines cliniques, selon toi? Oui, je pense que c'est quelque chose qui se fait déjà dans certaines cliniques. C'est pas encore la majorité. Je pense qu'il y a encore pas mal de physiothérapeutes qui ont été formés par les anciens cursus universitaires qui potentiellement n'avaient pas cette notion ou ces notions-là. Et si jamais on va pas chercher à apprendre plus sur ce point spécifique de la gestion de la douleur, c'est possible que les thérapeutes n'aient jamais développé ces compétences ou cette approche. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de physiothérapeutes qui s'y intéressent et qui développent ces compétences-là. En plus de ça, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train d'apprendre ça maintenant, donc c'est-à-dire d'ici quelques années, on aura beaucoup plus de thérapeutes avec ces compétences-là. Mais je dirais que c'est pas encore la majorité. Bon, il y a encore du travail à faire. C'est vrai. Oui. Je voudrais qu'on revienne à un élément important en lien avec la douleur chronique. On n'en a pas encore parlé, mais bon, tu sais, on entend souvent parler du modèle biopsychosocial. Hein, c'est une approche un peu plus holistique et c'est un peu la manière dont les physiothérapeutes. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment les physiothérapeutes l'utilisent, ce modèle-là, pour évaluer et planifier les traitements. Parce qu'on sait, en particulier dans le cas de la douleur chronique et surtout chez les vétérans, c'est souvent associé à d'autres conditions de comorbidité. Et on pense souvent, évidemment, en premier lieu, à la santé mentale. Donc, c'est important d'avoir une approche globale de prise en charge, une approche justement holistique, et c'est ce que propose ce modèle-là. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Comment ce modèle-là est pris en compte dans vos études et comment ça peut se faire, comment on peut faire un transfert de connaissances avec la clinique, justement? Oui. Donc, c'est clairement un modèle qui a pris de plus en plus d'importance dans les peut-être 20 ou 30 dernières années et qui est vraiment essentiel pour pouvoir gérer la douleur. Parce que ça renforce cette idée de partenariat dans les soins, de pouvoir être vraiment centré sur la personne, de comprendre ce qui est important pour cette personne et enfin de pouvoir déterminer ensemble un traitement qui est cohérent avec les objectifs, avec la situation de la personne. Et c'est plus particulièrement pertinent dans le terme de gestion de douleur chronique, vu qu'on sait que c'est très rare que la douleur chronique n'ait qu'une seule source spécifique d'origine. Il y a souvent une multitude de facteurs qui vont rentrer en jeu, biologiques, physiologiques, psychologiques, sociaux, potentiellement l'environnement, la culture, tous ces éléments-là vont jouer un rôle. Et en tant que thérapeute, c'est important pour nous de s'assurer qu'on explore ces différentes zones pour pouvoir déterminer les facteurs les plus importants, les facteurs avec lesquels nous, on peut jouer, on peut essayer d'aider, mais aussi les facteurs qui nécessitent peut-être l'aide d'autres professionnels de la santé. Donc c'est important de travailler en équipe, et c'est pour ça que cette approche biopsychosociale est vraiment centrale à une gestion de la douleur qui fonctionne. Est-ce qu'on comprend que c'est vraiment une caractéristique d'une approche multidisciplinaire? C'est un modèle qu'on utilise beaucoup dans la prise en charge des vétérans qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, tu viens confirmer un peu que cette approche-là est probablement celle qu'il faut utiliser de toute évidence, là. Oui. Mais c'est pas nécessaire d'être dans un centre interdisciplinaire pour l'utiliser. Je tiens à préciser que même entre guillemets, dans une clinique normale, où on voit juste les patients en tant que physiothérapeute, il n'y a pas forcément d'autres professionnels de la santé dans la clinique. Ça vaut le coup d'explorer ces zones-là parce qu'on peut toujours essayer de faire une référence au médecin, conseiller aux patients d'aller voir son pharmacien, d'aller peut-être voir un psychologue. Donc c'est vraiment important d'explorer ça, de conserver cette approche biopsychosociale qui va vraiment viser à comprendre la personne devant nous, en fait, et pas juste se concentrer sur une partie très infime de leurs symptômes. Oui, effectivement. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, Nathan, c'est que l'idée centrale du modèle biopsychosocial, en tout cas de l'approche, c'est qu'il y a un partenariat dans les soins et la gestion de la douleur entre le patient, la personne et les intervenants. Mais tout ça est centré sur la personne, sur ses vrais besoins à lui ou à elle. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu en as parlé, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut davantage insister actuellement un peu partout? Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour une gestion de la douleur, mais plus globalement, un traitement qui fonctionne, que ce soit en douleur chronique ou non, c'est ce besoin d'être en partenariat avec la personne devant nous. On n'est pas un thérapeute qui va faire quelque chose à quelqu'un et la personne est là juste pour recevoir de façon passive. Pour un succès, pour moi, pour que la thérapie fonctionne, c'est que la personne en face de nous doit vraiment être un acteur dedans, un acteur dans la vie, et pour pouvoir comprendre ce qui se passe, prendre les choses intéressantes et les appliquer dans leur vie. Parce que nous, on va voir le patient peut-être 1 heure, une demi-heure, peut-être 2 heures par semaine si jamais on est un peu intensif. C'est pas 2 heures par semaine qui vont vraiment changer quelque chose en tant que tel.
c'est ce que le patient fait durant le reste de la semaine qui est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est important d'être en partenariat avec cette personne pour pouvoir établir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui ferait sens dans leur contexte. Ça vaut pas le coup de donner à quelqu'un un traitement où on va soulever beaucoup de poids s'ils n'ont pas accès à un gym. Donc c'est vraiment important pour ça d'être en partenariat avec la personne pour pouvoir établir des objectifs qui sont cohérents avec leur situation et une façon d'y arriver qui fait sens aussi. Donc, dans le cas de la gestion de la douleur chronique, il faut absolument que le patient fasse ses devoirs et qu'il soit bien encadré aussi pour savoir quoi faire, comment, mais ça semble porter fruit, là. Ouais. Peut-être en terminant, Nathan, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, je pense aux vétérans évidemment, des conseils qui pourraient faire certaines choses à la maison sur leur propre temps pour soulager leur douleur chronique, ou en tout cas peut-être des conseils génériques pour qu'ils sentent qu'ils ont un certain pouvoir sur l'amélioration de leur douleur chronique s'ils sont bien guidés? Oui, c'est sûr. Il y a 2 éléments pour moi qui me semblent vraiment pertinents et utiles de conseiller, qui bien sûr peuvent être supplémentés par un thérapeute, ce qui va creuser là-dedans, mais ça reste des choses qui peuvent être faites à la maison. Donc le premier, c'est vraiment essayer de mieux comprendre la douleur. Il y a beaucoup de ressources, par exemple Expliquer la douleur de Lorimer Moseley et David Butler. C'est un livre qui est vraiment dédié aux patients pour essayer d'expliquer un peu la douleur, et on sait que comprendre ce qui se passe, comprendre conceptuellement ce qui se passe, ça permet de réduire déjà la douleur. Donc c'est pas le traitement magique qui va enlever complètement la douleur, mais s'informer, comprendre un peu plus ce qui se passe, devenir un peu plus actif en fait dans le processus. Ça permet déjà de réduire un petit peu la douleur. L'autre élément, pour moi, ce serait vraiment autour du mouvement. Ce serait d'essayer de trouver des mouvements qui nous permettent qu'on peut faire sans avoir d'exacerbation, et de commencer là. De se dire, ok, on va essayer de conserver ces mouvements-là, puis on va rajouter petit à petit, au fur et à mesure, d'une semaine à l'autre, on va augmenter notre capacité à tolérer le mouvement en essayant d'éviter les exacerbations. Donc ça va arriver, c'est pas parfait, il y aura des moments où ce sera un peu pire, des moments où ce sera meilleur. Mais on essaie de voir la trajectoire globale vers une amélioration, et on essaie d'augmenter ce qu'on peut faire petit à petit. Donc c'est là où le thérapeute pourrait être utile pour avoir un point de vue externe sur la situation, pouvoir se dire, là on a peut-être fait un peu trop, alors qu'on s'en souvient peut-être pas forcément quand on le fait tout seul, mais ce sont des choses qui peuvent être mises en application de manière personnelle, individuelle, à la maison. Écoute, c'est très intéressant tout ça, puis c'est très encourageant. En fait, ça nous permet de comprendre que peut-être des approches non pharmacologiques qui sont efficaces, et ça, c'est très encourageant pour les patients et pour nos vétérans. Ouais. Alors, écoute, Nathan, je te remercie infiniment pour ces informations utiles ce matin. On a très hâte de voir la suite de ton projet et les retombées pour les cliniciens et les patients surtout. Alors, chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Je vous mentionne aussi que nous aurons quelques autres balados diffusions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, restez à l'écoute et à l'affût. Nous vous tiendrons au courant des prochains développements en ce qui a trait à la mise à jour de ces balados-diffusions sur notre site web. Alors, merci à tous et merci encore, Nathan. Merci beaucoup. Pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations, consultez notre site internet à veterandouleurechronique.ca ou suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo Chronic Pain COE et Instagram au pseudo Chronic Pain_COE. Chers auditeurs, encore merci à vous et prenez soin de vous. The Most Painful Podcast est produit par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens par Story Studio Network et Eye Contact Productions.